Bonjour à tous et merci d'être là si nombreux. Je vais commencer par donner la parole à Jacques Mistral qui introduit cette session. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être de nouveau dans cet amphi et d'avoir ce matin une session au sein du thème général de cette rencontre du Cercle des économistes, une session sur les États-Unis. C'est peut-être le pays où aujourd'hui la question des relations entre le rôle futur de l'État et du marché, où cette question est posée de la manière la plus directe, la plus brutale politiquement, disons. Et puis c'est aussi le pays sans doute où la réponse qui sera donnée dans les mois, les trimestres et les années qui viennent, où cette réponse aura les plus grandes conséquences à l'échelle internationale, de la même façon que ce fut le cas après le New Deal ou après la révolution reaganienne. Car hier, on mentionnait Margaret Thatcher, mais Margaret Thatcher n'a pas eu une immense influence en Europe continentale, alors que l'évolution des États-Unis après Ronald Reagan, évidemment, a eu un impact sur l'ensemble du monde. Voilà pourquoi, donc, en parallèle avec la session qui se déroule ailleurs dans cette maison sur l'Europe, nous avons pensé très tôt dans la préparation du programme consacrer une session aux États-Unis. Et mon introduction se situe très simplement dans le prolongement de ce qui a été dit hier par Francis Fukuyama et à l'instant par Jean-Claude Trichet. Les thèmes sont ceux de la gouvernance des États-Unis depuis l'élection du président Obama et de la façon dont l'Amérique fait face à des risques immenses. Alors, j'ai le même point de départ que Francis hier, c'est-à-dire que après l'élection de 2008, beaucoup, et moi-même pour ceux qui ont lu des livres en français sur le sujet, beaucoup ont pensé qu'une page se tournait, que les 25 années de la révolution reaganienne précisément étaient derrière nous et qu'un nouveau mélange de relations entre l'État et les marchés allait être défini dans cette présidence Obama. Mais les événements en ont décidé autrement et je voudrais résumer le drame que la table ronde va commenter dans un instant en 3 actes. Le premier acte, ça a été la chute libre de la production dont parlait Jean-Claude Trichet il y a un instant à l'automne 2008 et début 2009, au moment où le président a été installé. Il a fallu faire face à l'urgence, décider des mesures d'intervention budgétaire colossales, sauver le système bancaire. Et c'est le début d'un divorce entre l'opinion publique américaine et la nouvelle administration. C'est-à-dire qu'elle a vu dans l'action, le stimulus budgétaire, que tous les économistes considèrent, et même Jean-Claude Trichet considère comme ayant joué un rôle absolument déterminant pour éviter la pire des catastrophes économiques que nous aurions pu connaître, eh bien l'opinion publique américaine y a vu une nouvelle preuve de ce que le gouvernement était hors de contrôle. Quant au sauvetage de Wall Street, évidemment, pour Main Street, c'était une fois encore récompenser les voleurs et les mauvais gestionnaires. Premier divorce politique. Ensuite, il y a eu les réformes structurelles. Et Barack Obama, conformément au programme qu'il avait annoncé dans sa campagne, a engagé des réformes structurelles de très grande importance, en particulier sur le premier des sujets sur lesquels l'Amérique se distingue du reste du monde occidental, c'est sur la santé. Bataille mémorable, si vous vous en souvenez, qui elle aussi a abouti à un divorce avec une grande partie de l'opinion publique, beaucoup y voyant une preuve supplémentaire de ce que le gouvernement fédéral non seulement gaspillait l'argent durement gagné du contribuable, mais en plus allait se mêler de la vie individuelle de chacun des citoyens. Rejet également de la réforme des services financiers, la loi Dodd-Frank, qui a été considérée comme, dans beaucoup de milieux comme trop molle à l'égard de l'industrie financière. À ce moment-là, donc, a commencé à se poser la question d'une possible erreur de l'exécutif, de l'administration, du président lui-même dans l'interprétation du mandat qui lui avait été confié. Et depuis le début, on a vu fleurir dans ce domaine le thème d'Obama entraînant l'Amérique dans la voie du socialisme, ou pire, comme on le dit parfois, dans la voie d'une évolution à la française. Il ne peut pas y avoir d'horreur plus achevée. Nous en sommes là au moment où se produisent les élections de novembre 2010, que le président Obama a qualifié lui-même de shellacking, une raclée. Et c'est une raclée qu'il a bien comprise, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, certains de ses conseillers lui ont recommandé d'enfoncer
la pédale du progressisme et d'être plus allant dans la dépense budgétaire pour lutter contre le chômage qui persiste, d'être plus allant dans la lutte contre les milieux financiers, etc. Il n'a pas suivi cette voie et les premières décisions qu'il a prises après les élections de novembre ont plutôt témoigné de l'idée de rechercher une majorité électorale pour 2012, récupérant les voix du centre qu'il a perdues. En tout cas, aujourd'hui, le débat préélectoral de 2012 est très bien engagé sur un sujet particulier, mais évidemment central pour nous, qui est celui du déficit et de la dette. Celui du déficit parce que le mouvement de réaction du Tea Party a conduit à mettre la question de la dépense publique au premier plan des débats politiques. Le refus absolu du camp républicain de considérer des hausses d'impôts aussi bénignes soient-elles, comme par exemple le fait de supprimer la niche qui favorise l'achat par les très riches de jets privés, le refus absolu, idéologique, dogmatique de considérer toute hausse des revenus rend la recherche d'un compromis, comme vous le savez, très difficile. Jacques, je suis désolé, il faut qu'on conclue. Et nous arrivons donc au plafond de dette dont nous attendons tous la levée pour les semaines qui viennent. Je pensais avoir 2 minutes de plus, mais je m'en excuse. Et je conclus donc en disant que la question de savoir si Barack Obama restera dans l'histoire après une seconde victoire électorale en 2012, restera comme un président transformateur, ce qu'il souhaitait être au début, ou si au contraire nous nous préparons à avoir une déroute politique dans laquelle la réaction du Tea Party peut l'emporter à l'occasion de ce conflit sur le plafond de dette, est une question ouverte que nous aurons plaisir à voir débattre entre les membres de cette table ronde. Merci. Merci beaucoup. Bon, vous voyez que j'ai un rôle extrêmement ingrat, mais je vais m'y tenir. Nous avons après cette très bonne introduction, presque dans les temps, un panel vraiment parfait pour discuter de toutes ces questions sur l'Amérique. Nous allons commencer en écoutant une introduction de Jeffrey Frieden, qui est Professor of Government, je pense qu'on dira d'administration publique en français, à Harvard. Jeffrey Frieden vient de terminer un livre que nous attendons avec impatience, puisqu'il traite du sujet qui nous préoccupe tous, Lost Decades, The Making of America's Debt Crisis and the Long Recovery. Le professeur Frieden est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur les finances mondiales. Après son introduction, nous écouterons un praticien de la politique américaine, James Oberstar, qui a été jusqu'à l'an dernier élu du Minnesota à la Chambre des représentants. Il a siégé au Congrès pendant 36 ans, je crois, 17 mandats. Donc il connaît vraiment tous les rouages. Il a notamment présidé la sous-commission de l'aviation, puis la commission des transports et des infrastructures, à la tête de laquelle il a conduit d'importants travaux législatifs. Donc il pourra nous donner un éclairage très concret. Puis nous donnerons la parole à un autre Américain, qui est un Américain internationaliste. C'est une race intéressante, Steve Clemons, qui nous donnera, lui, la perspective du think tanker, si je peux dire, qui observe un système qu'il connaît parfaitement de l'intérieur. Steve Clemons est editor at large, je ne sais pas très bien comment on peut dire, bon, vous comprenez tous. Hein, voilà. Editor at large, voilà, en français. Du mensuel The Atlantic. Il est surtout le fondateur de la New American Foundation, un institut qui promeut des idées nouvelles et très intéressantes. Il s'exprime souvent dans les pages débat des grands journaux. Il alimente aussi un blog très instructif que je vous recommande, The Washington Note. Nous avons un Français ensuite dans ce panel, Zaki Laïdi. Zaki Laïdi est professeur à Sciences Po, où il est aussi directeur de recherche au sein du Centre d'études européennes. En plus de son expertise sur la politique étrangère française et européenne, Zaki Laïdi est un très bon connaisseur de la politique américaine. Il a été ces dernières années visiting scholar à Ann Arbor et à Northwestern University. Il n'a pas de blog, mais il a créé un site remarquable, Telos, où on trouve toutes sortes de textes passionnants sur les relations internationales. Et puis, il vient de publier un livre qui s'appelle Le Monde selon Obama et qui va, je viens d'apprendre, déboucher sur un film cet automne, au moment de l'élection, de la campagne. Après Zaki Laïdi, nous aurons une toute autre perspective, puisque c'est Douglas Kennedy qui prendra la parole. J'ai évidemment pas besoin de vous présenter Douglas Kennedy, dont les romans, depuis Cul-de-sac en 1994, sont traduits dans 16 ou 18 langues, je ne sais pas très bien, et donc plus de 2 millions d'exemplaires sont déjà vendus dans le monde.
On est très envieux. Ces romans ont souvent pour toile de fond l'Amérique profonde, donc et puritaine. C'est peut-être un thème dont nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes très curieux de l'écouter, particulièrement en ce moment. Last but not least, c'est Ezra Suleiman qui fermera le banc. Ezra est l'homme qui sait expliquer l'Europe aux Américains et l'Amérique aux Européens. Il est professeur de sciences politiques à l'université de Princeton. Il est l'auteur de plusieurs livres, pas des romans, mais néanmoins excellents, sur la gouvernance des États démocratiques et sur le secteur public. Il a enseigné dans les meilleures institutions d'Europe aussi, à Sciences Po, à Florence, à Berlin, à Oxford, et j'en oublie certainement. Voilà, messieurs, la parole est à vous. Jeff Redden, the floor is yours. Thank you very much. It's a great pleasure to be here. And je termine. J'ai pour instruction d'être implacable sur les horaires. Vous me pardonnerez, mais voilà, il faudra respecter. Allez-y. Okay. Thank you very much. It's a great pleasure to be here at X again. The great question that concerns us, I think, is how to understand the current state of American politics. Many Americans and many foreigners, I think, are particularly interested and maybe even concerned about the apparent polarization of American politics and the apparent gridlock or standstill that American politics seems to suffer from, both in general and in particular in the aftermath of this very serious crisis. The answer to questions like this, of course, like the answer to all questions, are complex and multifaceted. There are social and cultural and regional and religious and ethnic components to the divisions in American society. But given my own expertise, which is on political economy, I'm going to focus on the political economy of, and particularly the economic roots of some of the problems that the country faces in the context of its own unique political institutions. But let me start with a very simple observation, which is sometimes lost in these discussions. The United States is a very big country, and a very varied one, diverse, perhaps as varied or diverse as Europe. The poorest counties in America are poorer than Portugal, with a per capita income below $20,000 a year. And the richest counties have per capita incomes above $100,000 a year. That is much richer than Luxembourg, the richest country in Europe. We could look at the regional level and find as much, or actually more variation within the United States than there is within the European Union. We have 45 million foreign-born immigrants in the United States, which means a Spain inside the country, a population roughly equivalent to that of Spain. So it's no exaggeration, I think, to say that on many dimensions, variation within the United States is as great as variation within the European Union, or perhaps within the Eurozone, which is a little bit tighter. And there's a lot of political dispute going on within Europe and within the Eurozone over the future of the region. There is a lot of dispute going on within the US based on this variation. The variation I'd emphasize is an economic one. That is, among economic interests within the country. Now, I probably will disagree with some of my co-panelists will disagree. I think the role of economic interests in American politics is often underplayed in favor of cultural interpretations or regional interpretations or ethnic interpretations. But I am, after all, a political economist, and so therefore I believe, I suppose I have to believe, that income, economic interests, are still a very powerful determinant of political views. And in fact, it's well established that income is the strongest correlate of political preference, of partisan preference. If you look within every state, within every region, the poorer people are, the more likely they are to vote Democratic. The richer they are, the more likely they are to vote Republican. There are many other dimensions of American politics, but the economic one, I think, is extremely important. So I want to focus on that. The overarching reality that I would emphasize in trying to understand what's been happening in the US over the past few years is that there are, in a sense, three Americas. In the interwar period, it was common to speak of two Englands, North and South. In the US, I think we can talk about three Americas. There is the top third, who have done very well over the last 40 years, whose per capita income has grown continually, who are satisfied, who like the way things have gone, and want to see them continue to go in that direction. There is the bottom third, whose per capita income, whose real wages have stagnated and actually declined since 1973, whose living standards are certainly in relative terms, and perhaps also in absolute terms, worse than they were 40 years ago, whose conditions are poor and, in terms of the social services they receive, like in education and health, deteriorating. And then there's the middle third,
squeezed to some extent between these two thirds. The middle third has seen its per capita income grow gradually, stagnate sometimes, grow gradually, but has in particular seen a gap, an ever wider gap, grow between them and the top. So that the middle class, which used to be seen as close to the upper echelons of American society, now has no hope of reaching those positions and sees a growing divergence between them and the wealthy in the United States. So I think that this economic division is crucially important, that the deterioration of the income distribution, both in the bottom third and in the middle third, has been the fundamental underlying fact of American politics in the last 40 years. One that is very seldom discussed, but I think that stands at the root of many of the discussions and many of the debates that have been going on. This kind of economic division of the country has been exacerbated by the experience of the past decade. So we had relatively rapid growth between 2001 and 2007, but that growth was extraordinarily unevenly distributed, unlike at any time in post-war American history. So in that period, think of the 2002 to 2007 period in which the economy was growing rapidly. 2/3 of the income growth of the entire economy went to the top 1% of the income distribution. And the rest was divided among the remaining 99%. That top 1% is made up of households with a per capita income above $400,000 a year, $280,000, $300,000 euros a year, right? So that 1% earning more than $400,000 a year saw their income grow in those 7 years by 60%. While for the rest of the population, the average income growth, which averages throughout the entire 99%, was only 6%. That is less than 1% growth per year. So even in the good times, the vast majority of the society was not doing particularly well. And of course, any gains that were made in those 7 years were wiped out within the space of a year and a half once the crisis hit. The crisis itself had an extraordinarily uneven effect on aspects of America, on different groups in American society. We can look at, for example, the unemployment rate. At the trough of the crisis, the unemployment rate reached about 9.9%, about 10% throughout the economy. But at that point, again, we can divide the economy or divide the labor force in thirds. The bottom third of the labor force, that is, the third of the labor force, we're talking about 100 million people and their dependents. So it's not a small group. So the bottom third of the labor force, the unemployment rate at that point was 18%. And if you then add on people who were involuntarily part-time employed and people who were what the Labor Bureau calls discouraged, that is no longer looking for work even though they wanted to find work, the unemployment and underemployment rate among the bottom third reached 35%, which is depression-level standards. Now look at the top third, basically households earning in excess of $80,000, $85,000 a year. The top third, again, 100 million people and their dependents, unemployment at that point, where it was 10% in the country as a whole, unemployment was 4%. And if you add on involuntary part-time workers and the discouraged workers, it reaches 8 or 9%. So you have 35% in 1/3 of the labor force, 8 or 9% in the other third. That helps understand why the response to the crisis has been so different. Why it is that many Americans, not surprisingly those in the upper third, are very reluctant to pursue any policies that are going to have substantial future fiscal effects. Oppose the stimulus, oppose future stimulus, because they understand that the tax effects will be primarily on them, and the positive effects will be primarily on other people. Right? So they're being asked to increase their taxes in the long run, to finance eventually finance the debt service on the deficit, in order to deal with the crisis, which is not primarily affecting them. This economic differentiation also has a regional component. I can say, coming from Massachusetts, the unemployment rate in the Boston area today is below 6%. And housing prices fell about 5% during the crisis and have since recovered. While in Nevada, the unemployment rate is approaching 15%, and housing prices, at my last look, had gone down about 40%. So there are massive differences within the country, which help explain why there are such massive economic differences, which help explain why there are such political differences. So there are real divisions which are based on real clashes of interests. I want to go back to the European comparison because I think that might help clarify or fix ideas about this. There are really good ideas, really good reasons
why people in Northern Europe have a different opinion about sovereign debt than people in Southern Europe. They have different interests at stake. It's not surprising that there are debates going on within Europe over how to deal with the sovereign debt. The same thing could be said about the US. We have many in the US who are net creditors to the rest of the country, and many in the US who are net debtors. And there are massive disagreements about how to deal with our own debt crisis. Right. The US, in the aftermath of the crisis, is facing what every debt crisis country has faced. Right. You could look at 150 debt crises since World War II, and every single one of them is characterized in the during and in the aftermath of the crisis by an eruption of political conflict with one topic: who will bear the burden of adjustment? Who's going to pay for this crisis? We spent 7, 8 years building up, depending on how you want to count it, something between $5 and eventually $12 trillion in debt, debt of the federal government, debt of the household sector. Those debts have to be paid. We now have about a $10 trillion debt to the rest of the world. Those debts have to be serviced. And the question that Americans are asking themselves, implicitly or explicitly, is who's going to pay it? Is the adjustment going to come out of public sector workers? Is it going to come out of taxpayers? Is it going to come out of private sector workers, farmers, teachers, those who benefit from public expenditures, beneficiaries of the public sector? Right. The U.S. is facing the typical aftermath, political aftermath of a debt crisis, which is something between 5 and 10 years of difficult political battles over how to distribute the adjustment burden. We have 2 minutes left. Thank you. Now, I'm talking to Europeans, some say, well, yeah, but there's so little social solidarity within the U.S. And that might be right if you compare it to the social solidarity that might exist within, compared to the U.S., relatively small European countries. But I might ask, to be a little bit unfair, how much social solidarity is there between Germans and Greeks? Or between a French stockbroker and a North African youth in the banlieue? About as much as there is among Americans in similar conditions. I think the U.S. needs to be compared to Europe. The divisions are similar to those of Europe, not to individual European countries. Now, these underlying economic divisions, and I'll try to run through this quickly, and perhaps the congressman will say more about them, are reflected in America's political system. And you have to remember that America's political system is set up to make rapid, dramatic change very difficult. We have many veto points. The House of Representatives, the Senate, the executive, the judiciary, regulatory agencies, and 50 very powerful states can all slow down or stop changes in policymaking. And the system is designed that way. It's designed to make rapid change very difficult. That's the bad thing, the bad part. But on the other hand, what it means is that when changes are undertaken, they typically are consensual, and they stick. And that's the reality of the American political system. It may be frustrating for those of us who might want more rapid change. In the case of health care, we see that there are continual battles over how the health care reform will actually be implemented. I was going to say something about the divisions along that line as well, but I'll leave that for perhaps for the discussion. I think, again, the main point I'd like to emphasize is that there are real underlying reasons why Americans disagree about major policies, reasons which may have a lot to do with culture or religion or ethnicity or region, but have at their fundamental core underlying differences in the economic position that people have in American society. So to our puzzled European friends, I guess I would say, we're not really so different. The United States, like Europe, is fragmented and divided by the very troubled economic times that we face, the major conflicts of interest about how best to respond to them. It will probably inch towards a resolution more slowly than a different political system would, but I think that over time, the resolution will be found. It may not be the best one, but it will be one that most of the major players in the American political system can stomach. And that's, in many ways, just as important as finding the right solution. Merci beaucoup. Congressman Oberstar, vous allez maintenant nous expliquer ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ce système. Alors. Je vais essayer. Je remercie de tout cœur le Cercle des économistes de m'avoir invité ici à participer à ce phénomène d'économie et aussi comme cycliste de
participer encore au pays du plus grand événement sportif au monde, le Tour de France, où 12 millions de spectateurs sont à portée de bras des coureurs et qui ne paient rien pour y assister. J'avais la bonne chance de participer il y a 9 ans de cela, 8 ans de cela. J'ai fait les 40 kilomètres, les 40 derniers kilomètres avant l'arrivée du Tour de France à Paris. La date du février 2009, c'est observé comme le début du Tea Party aux États-Unis. C'était à l'échange mercantile de Chicago, où le journaliste Rick Santelli a dit « Est-ce que nous voulons vraiment subventionner les hypothèques de ces égarés ? Il faut mieux les jeter au lac Michigan au cours du mois de juillet. » Il y en avait d'autres en Seattle, à Washington, où une mère de famille a protesté contre le plan de relance, d'autres contre le TARP, le secours des institutions bancaires aux États-Unis, et d'autres encore qui se protestaient contre le plan de réforme, et puis ensuite la loi de réforme de la santé aux États-Unis. Mais l'événement le plus important de l'année, c'était la mort du sénateur Kennedy en 2009. Et l'élection suivante de Scott Brown, en janvier 2010, il n'était pas un Tea Party, mais il était un indépendant qui a promis de protester, de voter contre le projet de loi pour la santé. Et il l'a fait, hein, évidemment. Et en été 2010, les leaders du Parti républicain à la Chambre des représentants ont encouragé Michelle Bachmann, dont vous allez entendre beaucoup de choses. Elle est aussi curieuse qu'il paraît. Je la connais très bien. Elle écoute le bon Dieu qui la parle constamment. Je ne sais pas si c'est un dialogue. Dieu ne répond pas aussi fortement que nous autres. Pour commencer avec le Tea Party, un caucus à la Chambre des représentants, les victimes étaient principalement les modérés du Parti républicain, les centristes, et aussi les leaders ont changé toute chose à la Chambre des représentants. La première chose, c'était voter de repousser la loi de réforme de la santé. Deuxièmement, le budget de M. Ryan, autant théâtre sociopolitique que politique économique, comme a dit Jeffrey tout à l'heure. Et maintenant, le gouvernement fédéral est au seuil de fermeture, comme s'est déroulé dans mon État de Minnesota, où le gouvernement est fermé pour peut-être la deuxième fois dans notre histoire. Les conservateurs fiscaux et les conservateurs sociaux
ont conjugué leurs forces et leurs idées pour embrasser le bilan l'un et l'autre, pour avancer leur cause à eux. Alors, la grande perte de l'élection de l'élection dernière et les 12 dernières années, c'est que les modérés au Congrès, le centre a disparu. Il n'y a plus de moyens de faire du compromis. Et c'est là où l'Amérique, comme vient d'expliquer M. Fudan, la plupart des Américains se trouvent au centre. Mais depuis une dizaine d'années, la majorité et la minorité républicaine avaient le principe de majorité de la majorité. S'ils ne peuvent pas passer des lois avec une majorité des républicains, ils ne veulent pas la participation des démocrates. Alors, ça fait très difficile de faire les compromis, parce que si on fait un compromis, c'est l'échec. Vous avez abandonné votre pureté politique. Et donc, le gouvernement arrive à très peu faire. L'idée d'une opposition loyale qui vient à aider le gouvernement ou la majorité est maintenant disparue. Au cours d'une vingtaine d'années de participer avec des présidents républicains, Ford, Reagan, Bush I, Bush II, j'ai voté à plusieurs reprises de hausser la limite de dette, de payer les notes d'obligation du pays. Mais maintenant, tout ça s'est disparu, parce que c'est un compromis. Alors, est-ce qu'il y aura un accord? Je crois. À la dernière heure, comme toujours. Mais avant que cette heure n'arrive, il y aura un vote d'hausser la limite de dette pour faire que le président s'impose et veto, et que le Sénat fait de même chose. Et encore, et encore pour les républicains de dire que c'est la faute du président, c'est la faute du Parti démocrate. Et encore, peut-être revenir à la table, revenir à discuter, revenir à un compromis. Mais je ne sais pas. Nous sommes dans les eaux sans carte de navigation. Il n'y a pas de GPS pour ça. Et il faut dire que le Tea Party d'aujourd'hui a fait très peu de ressemblance au Tea Party de 1773. Il n'avait pas de vote, il ne s'opposait pas à la taxe, mais il n'avait pas de voix ni de vote sur la taxe. Aujourd'hui, le Tea Party a même la voix et le vote. L'année prochaine, le peuple aura le vote. On verra. Merci beaucoup. J'avais oublié de préciser que M. Oberstar était démocrate, mais je crois que vous l'avez compris. Non. C'était pas évident. Steve Clemons va nous parler maintenant, je crois, de Barack Obama et sa place dans toute cette dynamique. Great, thank you. Thank you all very much. I'm very indebted to all of you for being here in this very full room on a hot day. And a couple of things I just want to point out. I carried that chair back in the back of the room, some of you know, for Frank Fukuyama, who opened the conference yesterday, because Frank's a board member of mine and a real inspiration. Jeff Frieden I'm distracted by, because Jeff was a professor of mine 25 years ago, and I'm really bothered that he doesn't look like he's aged a day. I was 12 at the time. Yeah. And David Rothkopf, fellow blogging friend and inspired. So it's great to be with all of you. I just came back recently from the Aspen Ideas Festival in Aspen, Colorado, which is sponsored by
the Atlantic and the Aspen Institute. And we had a number of people go up and offer big ideas. And, you know, I thought some of the ideas were great and some of the ideas were pretty mundane. Don't tell the Atlantic that. But I thought of my own big idea here for a moment, which may also be mundane. But looking at the description of today's program, part of the question posed to us was America a tied-up Gulliver? And that's an interesting comment, and I think my big idea is that America can untie itself if it wants to. And it may seem ridiculous because we're talking about constraints, and I'm certainly going to leave all of you much more depressed than when you walked in if you care about American power in the world. But to some degree, America's place in the world and what it's done to itself is a self-inflicted problem. And the constraints and challenges it faces are self-inflicted ones. When you think about what I would consider the four ecologies of power in the world, which would be military, economic, moral, and institutions. And you look at each of these in terms of the United States over the last several years. You look at the military dimensions of American power, and we managed to do something which we hadn't done I think in a very long time, maybe since Vietnam, which was if you went around the world before 9/11 and talked to folks in France, you talked to people in Indonesia, you talked to people in India, the thing that they sort of admired and resented in the United States is its sort of sense that it had no limits, no boundaries on its power. It could invent itself out of anything, that the information revolution and the internet revolution, its ability to create financial innovations were extraordinary. It saw no limits. And today, everyone sees limits. I've been fascinated by this Afghanistan debate recently because Afghanistan is a country in which the United States is managing to spend about $120 billion a year in a country of a $14 billion GDP, and the deliverables are pretty poor. That we have a sense of military overextension. And that military overextension creates two primary drivers in the world. One makes it so that your allies don't count on you as much anymore. And your enemies, your foes, animate their pretensions. They try and move their interests forward rapidly. So we have an absence of equilibrium, I think, military side. On the economic front, the United States has managed to export toxic financial products to the rest of the world. We were the crack cocaine of economic management. We were the model for the rest of the world. You know, I think it's going to be very, very hard for the United States to play the role it once did, which was sort of a guarantor of economic rationality, economic organization. Frank Fukuyama has, I think, one of the most important new books. I'm in the middle of it right now, that sort of looks at this in a non-American way, but looking at sort of the future of, you know, the history of not only just the political order, but economic order. But the United States used to be the sort of high priest of that activity, and I think that has been undermined. On the moral front, I still think that there's a lot of hangover of things like Abu Ghraib, and we're not really struggling through what WikiLeaks means. You know, one of the things we've also been thinking about, it's not necessarily a moral question, but it's an organizational side, is the degree in the world today, not just in which the United States, in which small movements can become very big, very fast. When I just came back as well from Germany, and I was in a program with the chairman of the Green Party, Cem Özdemir, and they're polling at about 25%. Right now in German politics. It's remarkable. When you look at the Tea Party and what it's doing to the Republican Party, the Tea Party is the defining edge of American politics today. It was a great article by David Brooks this week saying they have won, but they don't know it. I mean, they've essentially achieved, they've changed the conversation, they've changed the terms of debate. Barack Obama and Joe Biden are basically conceding on cutting back, you know, the LBJ, Great Society, social contract, and yet their ideological resilience is preventing, at least so far, a deal. It is an interesting time. And then on the institutional side, I think this is an area in which the United States can, to some degree, undo some of the bounds of Gulliver. But you know, when I talk to people and tell people what the challenge for the country is and what I see missing in our rhetoric, is I tell people, you know, and I don't want to go back to Frank too much because we've had a little bit of an argument, or not just an argument, discussion about this now and then. Many people look at America's capacity around the world, the size of its economy. You know, they'll talk about what Jeff Frieden just said, that we have corners of the United States that are amazingly rich, corners that are American very poor. You get a sense of great dynamism, and certainly all of that is true. But to some degree, America is like, in my mind,
the General Motors of countries. It's extremely well branded. It has lots and lots of capacity. There's stuff all over the world in terms of its ability to project power, but it kind of underperforms. It needs to be rewired and rethought. And when you compare it to another place I spent 3 months last year, China, where you feel palpably the world chasing China. And you look at China, it's 100th in per capita in the world today. There's all sorts of bubbles and problems and corners of potential collapse in China, in my view. But it kind of feels like an internet startup. I mean, I used to say Google. It used to be, but that metaphor doesn't work in China anymore. But it did feel, you know, I knew Google when it was small. And you felt like Google was getting a premium on its power then because of future expectations. And this, I think, is a very important thing when you think about the challenges we're wrestling in the United States. Power is a function of future expectations. I think that Bill Clinton understood this and had a mastery and wizardry of being able to talk about the future in ways that President Obama is not. I think George W. Bush, frankly, got it too, but was willing to take gambles that I think ultimately failed. You know, George W. Bush, in my view, and I'm an independent, I'm not a Democrat, I used to run the Nixon Center, is George W. Bush, in many ways, offered the final puncturing of the American bubble of superpower mystique in many ways. But nonetheless, he did things in ways that made people question what he was going to do. Today, we see this enormous gap between Obama's rhetoric and the pretension of what he says he's going to do and the realities of the seeming inability to achieve any of the things we say we're going to do. Now, the single exceptions to this, or the exceptions to this, are very few, which I'll end on, which I think is where the United States needs to somehow begin to figure out how do you remove the binds on yourself, is institutional change, writing a new global social contract with the rest of the world, looking at the emerging powers, Brazil, Russia, India, China, particularly India, China, and Brazil, South Africa, Turkey. These are the nations that I find the most interesting strategic players in the world and the most interesting economic players. And I find that basically getting back and the United States beginning to look itself not as the utility manager in the world, but rather trying to come up with a new operating system, Microsoft, if you will, of trying to figure out how do you get the world essentially to adopt most of the pieces of how you run your operating system, but you yourself don't do it. I think that's an opportunity for institutional redesign. And I think to some degree the G20, G2, I mentioned G20, or the shift from the G7 to the G20 was very important, but also the realization that we have a de facto G2 in the world today between China and the United States is showing that we're moving from this static trap of institutional anachronisms in the past and beginning to look at different ways to organize power and try and achieve change. I'm out of time, yes, but when we get back to questions, I've got a lot more. So thank you. Thank you so much. Zaki Laïdi va nous parler maintenant des aspects extérieurs de ces questions. Bien, merci. Je pensais que j'aurais besoin de justifier pourquoi je parlais de politique étrangère, mais l'ordre de présentation des intervenants est tel que l'on glisse de l'interne vers l'externe de manière assez subtile. Alors, pour parler d'Obama et de sa politique étrangère, il faut partir d'un point essentiel, qui est de l'immense malentendu qui s'est créé au moment de son élection, et un malentendu qui a été porté à son paroxysme en Europe, où on a d'abord confondu, je dirais, la marque Obama et la politique américaine, et où on a cru, peut-être naïvement, certainement naïvement, que Obama avait été élu pour faire la politique du reste du monde. C'est pour ça que les Européens l'ont d'ailleurs massivement élu, même s'il n'était pas inscrit sur les listes électorales américaines. Ce malentendu, on voit bien aujourd'hui qu'il est en train de se dissiper, parce que Obama a été élu pour faire la politique américaine, dans un monde qui change profondément, dans un monde où la contrainte économique sur les finances américaines est colossale, dans un monde où le coût des engagements extérieurs américains est colossal, dans un monde, et on le voit très bien aujourd'hui en Libye,
où le free riding européen en matière de dépenses militaires donne lieu à des agacements croissants et de plus en plus inquiétants du côté américain, au point d'ailleurs de remettre en cause l'avenir de l'institution stratégique la plus importante mise en place au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'OTAN. Alors, la question qui se pose, c'est comment Obama a cherché ou cherche à en fait bel et bien maintenir le leadership américain dans le monde. Hein. Il a été élu pour maintenir le leadership américain dans le monde. Il n'a pas été élu pour partager le pouvoir. Et ça, je crois que c'est un point important. C'est pour cela que, contrairement à ce que l'on a pensé, Obama s'est révélé et se révèle beaucoup moins multilatéraliste qu'on a cru ou voulu le penser. On s'est dit, on est en train d'entrer dans un monde multipolaire et que dans un monde multipolaire, la réponse à la multipolarité, c'est le multilatéralisme. C'est-à-dire qu'on va, au fond, discuter ensemble d'un certain nombre de problèmes et trouver ensemble des solutions à ces problèmes. Mais ce n'est pas du tout la démarche qui a été choisie par Obama. Si la démarche d'Obama n'est pas une démarche, je dirais, unilatéraliste, comme a été celle de Bush, c'est une démarche qu'on pourrait qualifier en fait de minilatéraliste. Et la différence, elle n'est pas sémantique. Hein, la différence, elle n'est pas sémantique. La vision multilatéraliste, c'est de se dire, vous venez à la table et on discute ensemble des problèmes pour trouver des solutions. Mais ce n'est pas du tout comme ça que la politique américaine fonctionne. La politique américaine, c'est une politique que je qualifie de minilatéraliste, c'est-à-dire qu'en fonction des sujets, on prend le ou les partenaires indispensables à trouver une solution. Et que si vous voulez être admis, je dirais, à la table de la discussion, il faut avoir à apporter quelque chose qui peut aider les États-Unis à trouver une solution au problème qu'ils cherchent à résoudre. C'est absolument fondamental. C'est-à-dire que selon les sujets, on va donc privilégier ici les Russes, ici les Européens, ici les Chinois, avec peut-être l'exception chinoise qui, sous la contrainte, est à peu près le seul pays aujourd'hui auquel les États-Unis sont disposés à, je dirais, conférer un statut d'égal, c'est-à-dire le seul pays avec lequel ils discutent et veulent discuter de l'ensemble des sujets, y compris des sujets sur lesquels les Chinois se dérobent, notamment les questions stratégiques. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important. Et cela veut dire que même dans ce monde qui change et qui devient, je dirais, plus multipolaire, il faut éviter de tomber dans le travers systématique qui est celui des analystes, d'ailleurs européens ou américains, depuis 20 ans, sur le déclin américain, etc. Les contraintes qui pèsent sur les États-Unis sont considérables, mais les ressources politiques des États-Unis restent encore très fortes. Et je vais vous donner un certain nombre d'exemples. D'abord, dans ce monde que l'on dit multipolaire, c'est une multipolarité très, très imparfaite. Hein. Croire que tous les pôles sont équivalents relève d'une relative méconnaissance de la réalité des rapports de force. Et il suffit d'ailleurs de regarder, de voir comment les choses se passent dans le G20 pour voir qu'on est très très loin d'une logique de concertation multilatérale classique. Deuxièmement, la puissance militaire américaine reste absolument incomparable. Le budget américain est supérieur à la somme des 14 budgets des autres pays du monde. Deuxième chose, et ça je crois que c'est quelque chose qui est assez mal compris, c'est que les pays émergents ont pour objectif politique prioritaire aujourd'hui d'obtenir la reconnaissance de leur statut d'émergent par les États-Unis. Et c'est quelque chose de fondamental.
ils ont besoin d'être reconnus par les États-Unis comme leur interlocuteur privilégié. Et j'étais au Brésil il y a 15 jours, 3 semaines, et c'était frappant de voir que les Brésiliens avaient été immensément déçus de la visite d'Obama parce que finalement, Obama ne s'était pas clairement engagé pour soutenir la présence ou l'adhésion du Brésil et pour qu'il devienne membre permanent du Conseil de sécurité. Je crois que ça, c'est un point extrêmement important. Et c'est pour ça que toute la rhétorique sur les BRICS, qui voudrait en voir une forme de, j'allais dire, de coalition qui contesterait les pouvoirs des États-Unis, à mon avis, est une vision qui nécessite d'être sérieusement revue. Troisième élément, c'est que les États-Unis conservent, même dans ce monde plus divers et multipolarisé, un pouvoir d'arbitrage qui est colossal. Parce que les contradictions qui existent entre les émergents leur donnent un pouvoir d'arbitrage. Et on le voit très très bien en Asie, où la montée en puissance de la Chine inquiète de plus en plus les pays asiatiques et demande le réengagement des États-Unis, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ces pays rejettent la Chine, mais ils équilibrent des relations économiques de plus en plus importantes avec la Chine par une garantie stratégique américaine. Et la garantie stratégique américaine est très importante. Donc Steve disait tout à l'heure que les alliés des États-Unis ne leur faisaient pas confiance. Peut-être, mais la plupart d'entre eux n'ont pas le choix. Les Japonais ont cru précisément qu'ils pouvaient négocier avec les Américains au moment de la renégociation du bail sur Futenma, et ils ont été amenés à réviser radicalement leur position, se rendant compte que face à la Chine, seuls les États-Unis étaient capables d'assurer leur sécurité. Quant à l'Europe, elle le constate aujourd'hui en Libye de manière absolument spectaculaire. C'est elle qui est obligée d'aller chercher les États-Unis et de les prier de rester dans le jeu pour pouvoir mener à bien une intervention militaire dont on ne connaît pas encore, le sort. Qui on termine. Donc je termine juste en disant que dans ce contexte, si vous voulez, Obama est au fond finalement un réaliste. C'est un réaliste qui est dans la grande tradition réaliste américaine, c'est-à-dire de Bush père ou de Nixon. Et c'est, je crois, la caractéristique centrale. La vraie préoccupation, évidemment, pour nous, Européens, c'est de savoir ce que nous faisons dans ce nouveau contexte. Parce que, fondamentalement, pendant très longtemps, ce qui nous a divisés, c'est le facteur américain. Mais ce n'est plus aujourd'hui un facteur de division. Et on le voit bien dans le rapprochement assez fort entre la France et la Grande-Bretagne sur la Libye. La vraie question pour l'Europe, c'est de savoir si précisément, je dirais, le recul de la contrainte américaine va nous inciter à agir collectivement. On peut avoir des doutes. Merci. Merci beaucoup. Voilà, alors Douglas Kennedy va maintenant nous expliquer le fond du problème. Bienvenue au hammam économique. Même si je suis très à l'aise dans la langue de Molière, je fais tous mes discours dans la langue maternelle, surtout parce que je suis plus drôle en anglais. And being the novelist on the panel, I'm going to do something different. I'm going to tell some stories. As Sylvie noted, in all my books, the subject of America is always omnipresent. Your country is your argument, after all. And one of the great gifts of being an American writer and an American novelist is that at home there's so much to get annoyed about. But when it comes to things emblematically American, I always return to a personage who loomed largely over my life, my dad, my father. He was a Brooklyn boy, Irish Catholic, obviously. Grew up in Prospect Heights, once a kind of Proletarian corner of Brooklyn, now very bobo. His father was a Commodore in the U.S. Navy, a Southern boy from Georgia who bragged about his grandfather founding the Ku Klux Klan. There was a German Catholic mother who he adored and who my father found dead in their kitchen at the age of 13 from an embolism. Two sisters who became alcoholics. It's very Arthur Miller.
After trying to become a priest, my father was always looking for a set of values, a modus vivendi, to control his life. He found true doctrinal taskmasters in the United States Marine Corps. And at the age of 17, he joined up with 5 friends from Brooklyn, and they all were shipped off, this is in the early 1940s, to a piece of Pacific territory called Okinawa. My dad came back alive. Meanwhile, his father, the Commodore, who was a Navy officer who had this unfortunate habit of telling his superiors to go have sex with themselves, he basically was ending up running a rust bucket in the North Atlantic. They hadn't seen each other for 5 years. They didn't like each other. My father was demobbed and signed up for a further tour on a battleship called Midway. This was post-war. He was in Norfolk, Virginia, our major port. And as my father described it, he was walking down the Keys with a bunch of friends looking for the nearest whorehouse. And suddenly a Commodore comes walking towards them. You can see what's going to happen next. They snap to attention, and my grandfather's first words to his son after 5 years were, "At ease." They went out, and my grandfather drank my father under the table, something my father has done with me many times. On the Midway, there are 2 gangplanks, one for enlisted men, one for officers. As the military police explained to my father the next day, at 3 in the morning, a Commodore with a lot of goddamn scrambled egg came walking up the gangplank with you over his shoulder. He handed you over to us and said, "This soldier's drunk, no charges," and walked off into the night. That generation of men, they were like that. And something I think very much about my father was that, frankly, having been through the war and never wanting to talk about it, what he found true hell afterwards was peace, so especially peace as it related to working and the domestic quotidian routine. So he found a job running mines in South America, specifically Chile, where, as we know, some years later, there was a coup d'etat, and where, as he told me some years later, he was an operative part-time for a certain agency in Langley, Virginia, and very friendly with the inner circle of a gentleman named Augusto Pinochet. But I sense, and this is the interesting paradox, I think what thrilled him most about this other form of national service was the way it gave him, for a number of years, an escape from an unhappy marriage and the day-to-day grind of family life. What he loved most about his Chilean years, his operative years, were the fact that they were quite simply exciting. Boredom, I've been thinking about this a lot recently, boredom is one of the great central human preoccupations. Modern literature for me begins with Madame Bovary. It was invented here. Why is that? Because it's the first novel that actually deals with boredom, with the horror of the domestic quotidian, a bored, desperate housewife who begins an affair as a way of creating melodrama. As Voltaire said, marriage is the one adventure open for the coward. And Flaubert was so incessantly modern. In her final depression, Madame Bovary shops all the time. Boredom is also a huge theme in American literature, boredom as it relates to aspiration. Sinclair Lewis, a writer who I think is one of the greats and is not well read these days, was one of the first novelists to touch on the tedium of small-town life in Main Street, or the dreary conformist streak as exemplified in Babbitt. Boredom is also a huge theme in post-war American literature, whether it be Updike's educated, ennui-infused suburban adulterers, or John Cheever's cocktail-chugging, chain-smoking executives heading back to uninteresting lives and auctioning on the 552 from Grand Central. It's one of the great kind of paradoxes of American life. We mytholized the individual, but the underlying corporate culture of the country is about conformity married with a belief ingrained in virtually all American psyches that we are God's preferred terrain. Last summer, I drove coast to coast from my home in Maine to California. En route, there were the worldly, sophisticated pleasures of Boston, Chicago, eventually San Francisco, largely liberal places, progressive places where you can hear great orchestras, see great art, eat wonderfully, and always find a bartender who knows how to make a very good gin martini, straight up dry. But driving through Indiana, of course, I was passing at the same time billboards on the highway with pictures of unborn fetuses and the words, "Don't kill me."
and crossing the panhandle of Texas, one of the most depressing stretches of terrain in the lower 48, I counted 47 crucifixes on the road. And these are not crucifixes marking people, who died. These are of the vague Calvary, we're going to nail your ass onto this variety. And then there were the truck stops, where opposite racks of pornographic magazines were racks of books for children, the majority of which were creationist and anti-Darwinist in tone. And then I came to Salt Lake City, which I'd been to before. Naturally, I did the tour of Temple Square, the spiritual home of the Mormons. Of course, you know about Mormonism. Joseph Smith, this illiterate in Palmyra, New York in the 1850s, who was approached by an angel on a hillside and said, there are some ancient tablets in this mountain, dig them up, and you will find a testament of ancient peoples who floated over from the Holy Land to America on rafts, and of Jesus Christ, who emerged among them 70 years after his crucifixion. Faith always is the antithesis of proof, is it not? And and of course, if you've read the Book of Mormon, it sort of puts me in mind of something that Aeschylus once said, which is, there are 10 basic human stories in civilization, to which I could add 8 of them are Westerns. And basically, the Book of Mormon really does read like a Western, these 2 warring tribes, and then Jesus appearing in the Jimmy Stewart role of essentially the peacemaking sheriff. But there in Temple Square in Salt Lake City, there is a statue of Joseph Smith and his cohort, Oliver Cowdery. Joseph Smith could not read the Book of Mormon, but he actually was given a pair of spectacles that allowed him to translate these texts. But there is Joseph Smith with a statue of John the Baptist, who allegedly appeared before him in Palmyra, New York, and baptized him. John the Baptist, I should add, with his head. Now, you look at all this, you consider the, shall we say, flexibility of this narrative, and yet there are 14 million adherents to Mormonism, and it's growing. And 2 of this year's candidates for the Republican presidential nomination are indeed Mormons. What's my point here? My point is that the culture wars, which began with Nixon's moral majority in the 1960s, truly began the polarization of the country. Nixon basically, created the idea of the Eastern elite, educated, liberal, outward-looking, French-speaking, that's the worst sin of all, who are not really the Americans. And then there is l'Amérique profonde, where God, flag, and country are looked upon as the great virtues. And so what's interesting at the moment is you have, on one hand, a country which produces annually 5 of the 7 Nobel laureates each year, which has a dynamic national literature, so much creative innovation, whether it be in business or in the arts, and so much irony, something that I think is very lost on Europeans. Yet it's also a country where 47% of the adult population believe in angels. Belief, I would like to posit, is also an antidote to boredom. And it goes back really to our Puritan heritage. The idea of a city on a hill, there goes my sign. Frankly, a beacon of light that will fall out upon all nations. But one final story about my father, which I think points up the kind of polarization of the country. When I was 14, it was 1969, he pulled me out onto a Manhattan street 3 days after we landed a man on the moon. And he pointed up to the sky and he said, "Douglas, I want you to know something. That's our moon." To which I replied in my snarky adolescent way, "I'll keep that in mind, Father." My father then called me a wise ass, to which I can only apply guilty as charged. But herein is the modern American dilemma: the true believer, the wise ass, the uber patriot, the ambivalent American, who actually believes ambiguity is not a bad thing when it comes to moral discourse. Those are the 2 Americans, and I think they'll never meet, especially if one American speaks French. Thank you. Merci beaucoup. Je pense que l'année prochaine, Douglas Kennedy viendra nous parler de la Lune profonde. Oui. Ouais. Alors,
l'idéologisation de ce pays depuis une quarantaine d'années et des partis, en fait, mène à un morcellement à l'intérieur de chaque parti. Ici, en France, vous créez un parti et vous présentez des candidats à l'élection présidentielle assez facilement. En fait, il faut qu'il y ait quelques centaines de signatures, et vous avez un parti écologiste, et vous avez un parti des pêcheurs, et vous avez un parti anticapitaliste, et vous avez toute une liste des partis, tandis qu'aux États-Unis, le système discrimine contre d'autres partis, et donc les mouvements sont obligés de travailler à l'intérieur de chaque parti, ce qui, effectivement, rend les deux partis extrêmement complexes, avec beaucoup de supporters ou des gens qui sont obligés d'essayer d'influencer le parti dans leur faveur. À l'intérieur de chaque parti existe beaucoup de mouvements, même des mouvements populistes. Et le sujet du populisme a été évoqué à plusieurs reprises hier. Francis Fukuyama a attribué l'existence du populisme en Europe au système élitiste, dit-il, où les gens ne participent pas. Et donc, quand ils sont dissatisfaits, ils créaient leur propre parti qui est souvent qui relève du populisme. Mais cela, je pense, est un peu court parce que cela ne peut pas expliquer la montée du populisme aux États-Unis périodiquement, d'ailleurs à travers l'histoire, compte tenu du fait que c'est une société hyper démocratique par rapport à l'Europe. Maintenant, il ne faut pas écarter ces mouvements en disant simplement, comme beaucoup de gens ont tendance à faire en Europe, que ce sont des mouvements farfelus, crazy, etc., etc. Ils peuvent montrer des côtés extrêmes, ça c'est vrai. Par exemple, si on prend le Tea Party, le Tea Party qui n'est pas un parti du tout, c'est un mouvement à l'intérieur du Parti républicain, on voit que sa base est très différente de l'establishment du parti dans lequel elle est ancrée. Et ce mouvement est plus proche de Main Street que de Wall Street. Elle n'est pas vraiment raciste, mais elle est très anti-immigrant. Je peux vous donner tous les aspects de ce mouvement. N'empêche que c'est un groupe d'intérêt à l'intérieur du Parti républicain. OK. La conséquence, en fait, est l'impossibilité de mettre le pays sur le rail de la stabilité publique. Parce que, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe à Washington, les priorité des républicains, et ça, Steve a cité David Brooks récemment dans un récent article où il a dit que depuis les dernières élections, les législatives, le mantra des partis républicains, c'est les restrictions des dépenses publiques et la réduction de la dette. Et tout le reste suit de ces deux fixations, la politique de la protection sociale et la limite du plafond de la dette sont tributaires de cette fixation. Et il y a une chose qui lie tout et qui décrit tout, qui est le Holy Grail, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais c'est l'évangile, or something. Anyway, c'est le niveau des impôts. Et on est fixé. Et je pense que Jeff a décrit d'où ça vient et l'extrémité de ces positions, c'est que qui va payer pour nous sortir de la situation dans laquelle on se trouve. D'ailleurs, il reste une personne à Washington qui continue de croire au middle ground et qui apparaît un peu ringard ou au moins naïf, c'est le président. Et il a été décrit dans un article récent comme étant un
pas bisexuel, mais bi dans tout. Il veut la guerre en Libye, mais il ne veut pas la guerre en Libye. Il veut les droits aux gays, mais en fait, il ne veut pas tous les droits aux gays. Et c'est ainsi de suite. C'est quelqu'un qui a été et qui est un excellent législateur. Il aurait probablement dû rester au Sénat. Il aurait devenu un très, très grand, non, sérieusement, sénateur, parce que c'est un très bon négociateur, sauf dans un monde idéologisé où la gauche du Parti démocrate est très mécontent. La droite, évidemment, pense que c'est au moins un socialiste. Et donc, vous voyez, il tombe entre deux chaises et sa tâche, il le rend lui-même extrêmement difficile. Mais la question reste quand même, pour revenir au problème central, et qui m'a intrigué depuis 3 ans, qu'avons-nous fait aux États-Unis depuis la crise pour assurer, assurer qu'elle ne risque pas à réapparaître? Et je pense qu'on a très très peu, effectivement, fait de réformes structurelles. Et on risque effectivement, je pense que les experts ils sont d'accord, de revoir apparaître des crises comme on a connu ces dernières années. Et la dernière chose que je dirais, pour ce qui concerne les États-Unis, n'oubliez pas une chose, que si nous vivons avec des institutions multilatérales très importantes, pratiquement toutes ces institutions ont été créées par les États-Unis. Les États-Unis ont toujours été le plus fort, que ce soit l'OTAN, les FMI, etc., n'empêche que ces institutions existent aujourd'hui et vont continuer à exister. Mais les États-Unis ont été décrits par Madeleine Albright, une ancienne ministre des Affaires étrangères, comme la indispensable nation. Elle a été beaucoup critiquée pour l'arrogance, etc. Mais je pense qu'elle était mal comprise. Ce qu'elle voulait dire, c'est que dans un monde où il n'y a pas, au moins, pas un puissance hégémonique, mais au moins un pouvoir qui est capable de jouer le chef d'orchestre. Et avec l'affaiblissement des États-Unis, le chef d'orchestre disparaît. Et donc, je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose pour le monde. Merci beaucoup. Il nous reste évidemment très très peu de temps. Je voudrais juste poser une question et puis avant que Jacques Mistral conclue ce débat. Je crois que c'est Stephen Clements qui a dit tout à l'heure que le Tea Party avait changé les termes du débat. Et j'avais envie de demander peut-être à Jim Oberstar, est-ce que vous pensez que dans la campagne de 2012, cette campagne se jouera sur les termes du débat posé par le Tea Party, et est-ce que Obama peut récupérer le terrain perdu? Ça c'est la grande question de la campagne électorale qui arrive l'année suivante. Si Obama peut changer les termes de discussion, il va gagner, et sinon, je ne sais pas. Mais le problème avec Obama, c'est qu'il va de discours à discours sans lien entre les 2 ou les 3 ou les 4 discours. Il fait de grands discours et puis il parle de la scène. Il n'arrive pas à tirer les résultats ou les directions pour le pays. S'il va gagner, c'est parce que le Parti républicain est tellement désorienté et dirigé à l'intérieur par ceux qui ne veulent pas de compromis, comme j'ai essayé d'expliquer dans ma discussion. Il n'y a plus de modérés, de centristes dans le Parti républicain. Alors, est-ce que Obama peut diriger le pays vers le centre et rassembler le grand centre du peuple américain? Je crois qu'il a la capacité de le faire. Et en passant, je veux dire, il me paraît curieux que Jacques Laidy a un peu critiqué Obama
s'écarter de l'hégémonie américaine dans le monde, tandis que c'était exactement ce qu'il essayait de faire. Il veut s'écarter de cette hégémonie américaine pour laisser aux autres de prendre le centre, de prendre la responsabilité de leadership. Et maintenant qu'il l'a fait, on le critique pour l'avoir fait. Non, vous n'avez pas parlé d'hégémonie, mais d'autres en parlent. Alors, depuis très longtemps. Alors, je crois que nous voyons la même chose dans l'État de Minnesota, sans compromis. L'État est fermé parce que les républicains, dans la législature, ne veulent pas de compromis sur la question de hausse d'impôts. Le gouverneur a très clairement, dans sa campagne électorale, dit que je vais hausser les impôts sur les plus riches. Maintenant, l'État est fermé. Est-ce que la même chose va se dérouler à l'échelle nationale? Probablement. Et si cela arrive, alors Obama va gagner. Merci beaucoup et merci à tous pour ce débat brillant et ces points de vue exprimés de manière très diverse. Jacques Mistral. Oui, la dernière phrase du représentant Oberstar, évidemment, peut donner beaucoup à méditer pour ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Ezra Suleiman en commençant son propos. Il a senti une espèce de sentiment de pessimisme se dégageant de la table ronde. Et ce n'est pas la perception que j'ai eue. Moi, ce qui me frappe beaucoup par rapport à la vie que j'ai eue aux États-Unis il y a quelques années, c'est que désormais, la prise de conscience des difficultés est partout. Ça a été, chacun des panélistes en a donné une expression. Et s'il y a un verbe américain, la quintessence du verbe américain, c'est quand vous faites face à un problème, fix it. Ça, c'est vraiment quintessentiellement américain. Et ça fait réfléchir à la phrase de Churchill. Les Américains, ils mettent du temps parce qu'ils explorent toutes les mauvaises solutions avant de trouver la bonne. Par comparaison avec l'Europe, nous apprenons beaucoup et pour le moment, nous explorons vraiment toutes les mauvaises solutions. Espérons que nous saurons aussi trouver la bonne à l'issue. Merci. Voilà, merci beaucoup.